Business. Objectif, raison d'être. Cyril Ariel. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, forcément à l'approche des fêtes de fin d'année, nous allons parler de cacao durable. Nous recevons alors le président fondateur de Jeff de Bruges, le challenger de la semaine. Ce n'est autre que le directeur général de Max Havelaar. Puis en fin d'émission, nous aurons le cofondateur de Néo Gourmet en tant que débriefeur. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Et je suis ravie cette semaine d'accueillir à l'approche des fêtes de fin d'année le président fondateur de Jeff de Bruges, Philippe Jambon. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. À distance, nous sommes ravis d'avoir comme challenger, il n'est pas des moindres, le directeur général de Max Havelaar France, Blaise Desbordes, qui est déjà intervenu d'ailleurs dans cette émission. Bonjour et bienvenue Blaise. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on va un peu recontextualiser. Jeff de Bruges, vous avez été fondé en 1986. Vous êtes chocolatier cacaoculteur français. Vous avez plus de 500 magasins, notamment dans 13 pays à peu près. Et puis, vous avez notamment changé de stratégie en 2017 parce que vous détenez maintenant en propre des plantations de cacao en Équateur pour, on va dire, produire de manière plus durable. Et puis surtout, vous venez également d'être nommé marque préférée des Français. Et puis Max Havelaar, on le rappelle, vous êtes un acteur incontournable du commerce équitable et notamment vous délivrez un label qui permet notamment une juste rémunération des producteurs. Alors on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Quelles sont les raisons d'être de Jeff de Bruges, Philippe Jambon? La raison d'être, c'est d'avoir des produits chocolatés, éco-durables, si possible innovants, rempli de saveurs, à un prix accessible. Et la notion de prix accessible est une des clés pour nous de notre succès. Vous, c'est vraiment effectivement votre ADN. Rapidement, on va le rappeler tout de même, les enjeux du cacao et du chocolat, c'est notamment la rémunération des producteurs, la déforestation, la biodiversité et le travail des enfants, des enjeux auxquels la filière doit s'engager. Alors Max Havelaar, effectivement, quelle est votre raison d'être? Elle doit sans doute s'approcher de tout ça. Ben oui, exactement. C'est avant tout de protéger celui qui rend possible les tablettes, qui rend possible les moulages, les friandises chocolatées, c'est-à-dire le planteur qui cultive les fèves. Et il est très important de tous connaître et savoir que seulement 5% à peu près du prix que nous payons va aux planteurs de cacao. Donc nous, en tant qu'ONG mondiale, nous essayons de défendre le planteur de cacao pour qu'il ait une rémunération digne et juste quand on achète un produit issu des fèves. Alors, on va tout de suite parler de commerce équitable. Vous l'incarnez. Alors vous, Philippe Jambon, vous parlez de commerce raisonné. Quelle est la différence avec le commerce équitable par rapport aux critères que justement vous avez pour vos producteurs équatoriens? C'est par modestie. Je pense qu'on peut parler de commerce équitable à partir du moment où on investit dans notre propre plantation, on a nos propres salariés avec des conditions de travail qui sont parfaitement acceptables et raisonnées, avec des salaires qui sont au-dessus du SMIC qui est pratiqué en Équateur, avec beaucoup d'investissements pour alléger la pénibilité de ce métier. Donc là, on est dans l'équitable. Et on a acquis une plantation aussi pour maîtriser la qualité de notre cacao. Combien d'hectares elle fait votre plantation? Elle fait aujourd'hui 550 hectares, donc 450 hectares plantés. Donc ces 500 hectares, c'est vraiment pour approvisionner tous vos magasins. Absolument. Ça répond à toute votre demande. En fait, on a acquis cette plantation en 2017, mais Avant, vous faisiez comment? On participait à un programme qui, à l'origine, s'appelait QPP, qui était, puisque un de nos fournisseurs de couverture de chocolat était Barry Callebaut, il l'est toujours du reste, mais maintenant avec nos fèves. Et j'ai pu participer à ce programme et aller en Côte d'Ivoire et voir un peu comment ça se passait, ouvrir une école en Côte d'Ivoire suite au fonds QPP que nous abondions. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas satisfaisant. Qu'est-ce qui n'était pas satisfaisant? Parce qu'on le rappelle, le Ghana, la Côte d'Ivoire, ils produisent à peu près 2/3 du cacao mondial. Et c'est un marché, on va le rappeler parce qu'on est sur BFM Business, ce marché du cacao et du chocolat, c'est 100 milliards de dollars par an. Et comme disait effectivement Blaise Desbordes, les producteurs ne perçoivent que 6% de ces 100 milliards de dollars annuels. Donc qu'est-ce qui n'était pas convaincant pour vous? C'était pas satisfaisant en ce sens que l'argent dans lequel on abondait dans ce programme, on ne savait pas exactement
comment il était déployé et où il allait réellement. Donc on a pensé que la meilleure façon de faire, c'était peut-être de prendre nous-mêmes le sujet en main et d'acquérir et de prendre les risques d'acquérir une plantation. C'est ce qu'on a fait. Alors Blaise Desbordes, quelles sont vos questions ? Je trouve le modèle de Jeff de Bruges extrêmement intéressant et que l'entreprise a pris sans doute le problème par le bon angle, c'est-à-dire le maillon faible des producteurs, en essayant d'apporter, en investissant directement, une réponse. Le problème, c'est que le modèle de Jeff de Bruges n'est pas du tout le modèle universel. On est dans le monde entier sur à peu près 4 millions de tonnes produites et l'immense majorité, ce sont des tout petits producteurs isolés avec 1 ou 2 hectares et qui ont énormément de mal à défendre face aux acheteurs qui leur prennent leur récolte un prix suffisamment rémunérateur. Donc, je trouve vraiment l'innovation très, très intéressante et je crois qu'il faut qu'on joigne les forces entre des modèles intégrés comme celui de Jeff de Bruges et les ONG comme nous pour pousser l'ensemble du secteur à faire ce que dit M. Jambon, c'est-à-dire investir pour la qualité du cacao, veiller à ce qu'il y ait une rémunération minimum, des conditions sociales sur les plantations ou dans les exploitations qui soient correctes. Et j'insisterai sur le ensemble. Et peut-être je vous interpellais, M. Jambon, en disant, mais savez-vous que le syndicat du chocolat en France a signé un engagement qui s'appelle l'initiative française cacao durable et qui dit que dans 7 ans, dans 8 ans, en 2030, eh bien, tout le cacao français, les 400 000 tonnes, devront donner la preuve qu'elles payent un prix correct aux cacaoculteurs. Et vous qui avez trouvé une solution à cet enjeu, je vous invite à pousser avec nous pour que l'ensemble des confrères basculent dans une approche équitable. Alors, j'en suis bien conscient. En plus, je suis administrateur à Alliance 7 et au syndicat du chocolat. Donc, je ne suis pas à l'initiative, mais j'ai bien suivi ce programme qui vient d'être signé et j'en suis tout à fait favorable. Et ce qu'on pourra faire pour aider les planteurs, il faut absolument le faire. Moi, je le vois où nous sommes, que parfois, vous avez des planteurs qui ont beaucoup de mal à vendre leur cacao à un prix correct. Il faut absolument que l'ensemble de la profession se mobilise, parce que sans cacao, il n'y a plus de chocolat. Alors justement, combien payez-vous la tonne de cacao chez vous, chez Jeff de Bruges, sachant que, on va dire, la bourse de New York le vend autour de 2 300 $ la tonne, soit 2 315 € pour le cacao conventionnel? Alors, nous, on le paye bien évidemment beaucoup plus cher, puisque une plantation coûte de l'argent. C'est pas un projet rentable. C'est un projet fédérateur, mais pas un projet rentable. Et donc, du coup, tonne la manière dont on travaille est très simple. On a des ateliers en Belgique et on a des partenaires en France. Ils s'approvisionnent au prix du marché. Ça, c'est la règle. Donc ça, aux alentours de ce prix-là, malheureusement, ou heureusement, c'est pas 2300, c'est un peu plus que ça, puisque ça se négocie année après année et la bourse change tous les jours. Et nous, à ça, on abonde en rajoutant ce qu'on appelle, nous, en interne, dans notre jargon, une prime durable ou une prime RSE. Et on paye 600 ou 700 $ la tonne en plus à notre plantation. Par an, c'est ça, une prime annuelle? Absolument, par tonne, pour essayer d'équilibrer nos comptes. Et on fait énormément d'investissements, encore une fois, comme je l'ai expliqué, pour optimiser cette production et favoriser le travail convivial et heureux de nos salariés planteurs. Alors on rentre dans l'actualité avec vous au niveau du cacao, au niveau également de l'Union européenne qui vient d'adopter une réglementation ambitieuse au sujet de la déforestation importée, effectivement, c'est-à-dire les produits issus de la terre déboisée, le soja, le café et donc le cacao. Les entreprises sont désormais obligées de remonter toute cette chaîne d'approvisionnement jusqu'à la parcelle de production pour effectivement prouver qu'aucune forêt n'a été récemment déboisée sous peine d'amende. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour justement, comment allez-vous garantir ce niveau de traçabilité sur votre chaîne d'approvisionnement? Alors déjà, quand vous êtes en direct de l'Équateur. On est en direct de l'Équateur. La plantation qu'on a acquise en 2017 est une plantation assez connue là-bas. Il n'y a pas eu de déforestation, donc tout ce qu'on a acquis était déjà planté. Donc le sujet ne se pose pas. Et puis je rappelle que l'Équateur, le berceau du cacao, où là ça pousse de façon endémique, ça fait des dizaines et des centaines d'années que le cacao y pousse. Donc on n'est pas dans la même problématique que dans l'Afrique de l'Ouest. Donc ce ne sera pas très compliqué pour aujourd'hui, ça, en tout cas, voilà, vous faites partie des, on va dire, des producteurs, etc., des cacaoculteurs qui ne sont pas forcément donc concernés par ce que vous avez acquis. Non, mais je trouve que ce que est en train d'entreprendre l'Union européenne est tout à fait intéressant et je crois que c'est vital. Il faut le faire. C'est inéluctable. Vous avez une question, Blaise Desbordes, sur ce modèle justement que vous trouvez intéressant d'intégrer?
Tout à fait. Comme ONG, nous, on peut que saluer cette avancée. C'est historique. Ça a été dit par plusieurs parlementaires européens. Enfin, on se pose la question dans nos assiettes de savoir si là-bas, loin de nos yeux, on provoque des désastres humains ou des désastres environnementaux. Donc, la question est hyper pertinente. N'importons plus des choses qui provoquent du changement climatique, qui provoquent de la déforestation. Pour autant, pour aller dans le sens de M. Jambon et de l'interpellation, le marché, quand on est dans le chocolat de qualité, il n'y a pas tellement de difficultés, comme l'a dit M. Jambon, à payer un prix correct, au-dessus de 3 000, 4 000 $ la tonne. Mais je veux le dire à nos auditeurs et à l'ensemble des consommateurs, ce qui compte, c'est la confiserie, c'est ce qu'on appelle le chocolat de masse, très sucré, qui lui, malheureusement, achète souvent à des prix cassés et provoque la misère pour des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de planteurs. Donc oui, l'Union européenne a eu raison. Mais il reste encore des étapes. Quel va être le filtre exact ? Et surtout, c'est ma dernière interpellation, mais ne tombons pas dans le piège de demander à des gens extrêmement pauvres de lutter contre la déforestation, d'avoir des bonnes pratiques agricoles alors qu'ils arrivent à peine à se nourrir. Le déterminant, la mère de toutes les batailles, c'est le prix qu'on leur paye. Si vous payez un prix juste aux agriculteurs, que ce soit en France, que ce soit en Afrique ou en Équateur, eh bien, vous inquiétez pas, ils ne vont pas être poussés à avoir des pratiques mauvaises pour l'environnement ou pour la forêt. Très bien. Et vous n'avez pas de questions à ce sujet ? Voilà une parole sage. Vous avez un challenger cool cette semaine. C'est des chocolatiers de qualité. Je vous le dis encore une fois, ce qui compte, c'est l'immense majorité des dizaines de milliers de tonnes qui, eux, n'ont pas de signe de reconnaissance, n'ont pas derrière eux des artisans chocolatiers. Et c'est avec Jeff de Bruges et avec d'autres, avec le syndicat, qu'on doit pousser l'ensemble de la profession. On s'y est engagé. 2030, c'est demain. Un salaire vital pour tous les cacaoculteurs, plus de déforestation, plus de travail des enfants. On peut le faire. Et moi, j'ai une question, effectivement, parce que l'un des enjeux, c'est la base du commerce équitable, c'est forcément l'engagement, c'est la de longue durée avec vos cultivateurs. Est-ce que vous, justement, depuis 2017, vous êtes en Équateur, vous avez un engagement à quel horizon ? Oui, il est très lointain. On a fait un investissement sur le long terme. On s'est engagé sur le long terme en Équateur. Et c'est pas facile parce qu'on est d'un seul coup devenu agriculteur. Et là, on a appris la patience. On a appris quand on prend une décision, avant de vérifier si elle est juste, il faut attendre 1 an. Donc c'est un nouveau métier, on est toujours en train d'apprendre et c'est très 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 enrichissant. En plus en Équateur, berceau du cacao comme je le disais tout à l'heure, vous avez un vrai savoir-faire. Donc on a trouvé là-bas de l'expérience, du savoir-être, du savoir-faire. Et franchement, c'est très mobilisateur pour l'ensemble des équipes ici. Et j'espère pour nos clients également. Moi, j'ai une question. Blaise Desbordes, Jeff de Bruges, Max Havelaar, Philippe Jambon. Est-ce que il n'y aurait pas des labels Jeff de Bruges qui pourrait avoir le label Max Havelaar ? Alors, je pense que la démarche de Chef de Bruges est plutôt une démarche d'entreprise. Et il y a beaucoup de pionniers, comme ça, en tout cas quelques-uns, qui s'engagent et c'est autour de leur entreprise qui vont donner des preuves d'engagement durable, de qualité, etc. Si les consommateurs ont confiance, et peut-être que les entreprises comme Chef de Bruges doivent donner et donnent des preuves pour mériter cette confiance, dans ce cas-là, c'est l'entreprise elle-même qui est équitable ou qui est durable. En revanche, nous, le label, on est effectivement plutôt destiné à aller sur des produits de très grande consommation où finalement les consommateurs n'interpellent pas trop la marque. Donc pourquoi pas si M. Jambon est intéressé sur quelques produits. Mais le modèle est un peu différent entre une démarche globale d'entreprise qui acquiert la plantation, et puis les très très nombreuses entreprises de chocolatiers qui, elles, n'acquièrent pas la plantation et achètent sur le marché à la bourse. Ça fluctue, vous savez, ça monte, ça descend, il y a de la spéculation et ça détruit des vies. Comment vous communiquez vos engagements depuis 2017, comme quoi vous êtes en Équateur, vous êtes en direct avec vos Alors déjà, nous sommes certifiés dans cette plantation Rainforest, qui est un peu semblable. Donc, sur les engagements, et ils sont très durs sur l'agricole et le raisonné. Et c'est très enrichissant pour nous. Après, comment on communique ? Très modestement. Je n'ai pas communiqué sur l'acquisition de cette plantation avant 2020. Parce qu'il fallait comprendre ce qu'on allait faire, comprendre comment on allait le faire. Encore une fois, c'est une démarche... Comment vous êtes vu par vos confrères et consoeurs ? Je ne sais pas. C'est une démarche qui n'est pas une démarche marketing. C'est une démarche de bienveillance qui donne du sens à l'entreprise, qui donne du sens à cette plantation et aux gens qui y travaillent. C'est vraiment sincère. On ne s'invoque pas 500 hectares de plantation si c'est un coup de marketing. Ce n'est pas possible. Donc on commence seulement, maintenant qu'on maîtrise, qu'on a un approvisionnement absolument total de nos bonbons de chocolat avec nos fèves propres d'Équateur, on commence seulement à communiquer et de faire savoir. Ça va prendre un long process de temps.
Et vous allez de temps en temps ou tous les combien vous allez en Équateur? 3 fois par an. C'est un beau pays. Blaise Desbordes, vous avez le mot de la fin pour cette partie? Écoutez, longue vie aux entreprises qui s'engagent. Je crois que toutes les démarches sont bienvenues. Encore une fois, ce qui compte, c'est qu'on ça fasse exemple et que les confrères et concurrents de GF de Bruges aussi se penchent sur la question agricole. Elle est déterminante et c'est à portée de nos mains. Les consommateurs peuvent tout à fait comprendre qu'on doit payer quelques centimes de plus pour un chocolat durable qui rend possible une vie digne. Nos plaisirs chocolat ne doivent pas être synonymes de destruction ni de la forêt, ni des gens qui en vivent. Et moi, j'ai reçu il y a, je crois, 1 an tout juste, Valrhona qui venait d'être certifié Bicorp. Je pense que Jeff de Bruges pourrait postuler pour avoir cette labellisation internationale. Écoutez, on va se renseigner sur le sujet. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Il est temps de passer maintenant au débriefeur de la semaine. BFM Business, objectif, raison d'être. Le débrief. Et nous continuons toujours avec des acteurs dans le chocolat. Je suis ravie de vous recevoir, David Hermange. Vous êtes le cofondateur de Néo Gourmet qui propose notamment une gamme de biscuits bio et chocolat sans sucre. Alors que pensez-vous, David Hermange, des engagements de Jeff de Bruges? Alors bonjour et bonjour à tous. Donc déjà, je trouve vos engagements très forts. C'est important que les acteurs comme vous, en tout cas, emboîtent le pas justement pour des marques comme les nôtres. Nous, très brièvement, Néo Gourmet, quand on a décidé de créer l'entreprise, on a choisi de prendre différents, enfin en tout cas d'avoir un impact fort sur différents sujets. Alors nous c'est le sans sucre ajouté, c'est également travailler sur des emballages 100% recyclables, travailler également sur le commerce équitable qui nous paraît complètement indispensable, et notamment une labellisation que l'on a fait. On a fait le choix d'être 100% Max Havelaar, enfin Fairtrade Max Havelaar. Ils sont partout, hein. Voilà, vous n'avez pas fait ce choix-là, et je voudrais savoir pourquoi, même si tout à l'heure vous l'avez un petit peu évoqué. Nous, ces choix que l'on a faits sont un coût hyper important pour l'entreprise, et on aimerait que des acteurs comme vous puissent faire ces choix aussi, de sorte à pouvoir réduire les coûts pour qu'on puisse, in fine, parce que si tout le monde se retrouve certifié, de facto les prix pourront baisser, et ça facilitera les entreprises comme les nôtres qui se créent, quoi. Mais en investissant dans une entreprise, j'allais dire une plantation, on a fait ce choix-là. Ce choix de faire du sociétal et de l'équitable, à notre manière, en maîtrisant la manière dont c'est produit, la manière dont c'est cultivé, et la manière dont les gens sont traités. On a voulu y aller en direct parce qu'avant ça, on avait un label qui s'appelait QPP, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et je me rendais compte que je ne suis pas sûr que l'argent qu'on y mettait allait réellement jusqu'au bout de sa vocation. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris une décision tout autre, courageuse, je considère, un peu inconsciente au départ, et maintenant on est très heureux de l'avoir prise, d'investir nous-mêmes dans une plantation et prendre le dossier à pleine main. En direct. En circuit court. Et puis aussi, en circuit court, et en plus en ayant aujourd'hui le volume qui nous permettait de faire cet investissement et de mettre en place cette structure, bien évidemment. D'accord. Vous êtes au début d'un processus. Moi, j'ai une question sur le bio aussi. Est-ce que vous avez des chocolats bio? Alors, on a une petite parcelle en test de bio dans notre plantation, mais c'est très, très compliqué, le bio. Et encore une fois, la raison d'être de Jeff de Bruges, c'est un produit à un prix accessible. C'est apporter de la qualité à un prix que les gens peuvent se permettre. Alors, vous avez un acteur du bio en face de vous. Est-ce que vous êtes d'accord, David? Alors, nous, on est bio. Je suis d'accord, évidemment, avec ce que vous dites. Par contre, c'est vrai que l'effet coût, on est un petit peu plus élevé en termes de coût quand on est bio. Donc ça rend les choses plus compliquées. Mais c'est vrai que moi, j'aurais aimé que des acteurs, j'aurais aimé, c'est le cas, vous le faites déjà à votre manière, mais qu'on soit encore davantage engagés pour justement permettre de réduire un petit peu tous ces coûts. Le label que vous avez, par exemple, il est à la fois décrié quand même, ce label, parce Lequel? que le label Rainforest que vous avez sur les... Je n'en parle pas, moi. Ouais. La plantation est Rainforest, mais nos chocolats, il n'y a pas le label Rainforest. Ah oui, d'accord. Donc, ok, c'est la plantation qui est Rainforest. Okay. Absolument. Donc, parce que label... Rainforest a un très beau... Je peux vous dire que... C'est un label environnemental. Le cahier des charges environnementales est très important. Et quant au sociétal, je suis en Équateur. Ouais. En Équateur, il y a un salaire minimum. En Équateur, il y a la sécurité sociale. Et en Équateur, on emploie nos propres salariés. Donc le sujet ne se pose pas. Ok, très bien. Et
Concernant justement, je me permets pour la deuxième question, peut-être la réglementation qui vient d'être nouvelle, la européenne, qui est très très importante et pour l'avenir en tout cas. Vous parlez de l'Équateur, mais me semble-t-il que vous avez d'autres origines de cacao. Comment vous assurez que ces autres origines soient dans le respect de ce que vous dites en fait, hein, voilà, clairement? Absolument. On a très peu aujourd'hui de couverture de chocolat, au-delà dans certaines tablettes bien définies, qui viennent d'autres origines que maintenant l'Équateur. Puisqu'on a la chance d'avoir une plantation qui nous permet d'être self-sufficient. Donc 100% Équateur. Voilà. C'est notre chance. D'accord. C'est notre chance. Et pour celles qui ne le sont pas, l'Équateur? Eh ben, on regarde, on travaille. Vous êtes où d'ailleurs? Voilà. Pardon? Ils viennent d'où du coup vos chocolats? Généralement, j'ai vu Côte d'Ivoire, j'ai vu plein de trucs, ce qui est très bien, ça permet d'élargir la gamme, mais comment on s'en assure? Alors on n'est pas certifié, je poserai la question, mais c'est vraiment... ça représente 2%. D'accord. 2%, mais du travail à faire sur ces 2%. Absolument, mais il y a toujours, vous savez, la RSE, c'est working in progress. Hein. Et c'est très bien, en tout cas, effectivement, c'est la première fois qu'on entend qu'un cacaoculteur achète, enfin en tout cas détient, ses propres plantations. Merci infiniment, David Hermanche, pour vos questions de débriefeur. Maintenant, il est temps de passer aux questions des internautes. Mon Dieu. BFM Business, objectif, raison d'être. Les questions des internautes. Et comme chaque semaine, je suis ravie d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes. Bonjour Rebecca. Bonjour, et on commence avec Sébastien qui se demande quelles sont vos alternatives à l'huile de palme? Le beurre de cacao. On a retiré l'huile de palme depuis 8 ans maintenant dans nos chocolats. Bon, voilà. Donc c'est possible de faire des chocolats accessibles sans huile de palme. Absolument, ils sont un peu plus fragiles. Pardon ? Vous en avez parlé à Ferrero ? Ferrero est bien grand et sait faire lui-même. Il y a d'autres intérêts en jeu, j'imagine. Ça rend un chocolat de meilleure qualité, plus fragile, donc c'est à gérer, mais ça fait longtemps qu'on l'a fait, cette démarche. Très bien, on continue. Toujours avec Sébastien, quelles sont vos filières d'approvisionnement et quelle est la rémunération des producteurs ? Alors, filière d'approvisionnement, on en a parlé longuement tout à l'heure, c'est l'Équateur, et c'est nos propres salariés. Donc, c'est notre propre argent qui est mis. Donc, on ne peut pas parler de rémunération pour autant, et nous payons nos planteurs au-delà du prix minimum, qui est le prix du SMIC. Je crois que c'est 15% aujourd'hui, plus des primes, plus... Enfin, on fait un travail de chef d'entreprise et d'entrepreneur, au même titre qu'on le fait en France et ailleurs. Pas de différence. Et puis toujours Sébastien, quelle est l'empreinte carbone de l'importation de votre chocolat et comment la compensez-vous? Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. On a regardé pour faire venir nos fèves à voile, sur des bateaux à voile, mais ce n'est pas encore au point et c'est très, 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 très onéreux. Mais on regarde toutes ces évolutions. Je ne sais pas vous dire comment je répercute ça. Mais c'est partout, hein. Vous savez, le chocolat, il pousse ni en France, ni en Belgique... ni en Europe, il pousse loin de nos terres. Alors j'ai une question justement, c'était une question de Noah. Ouais. Qui demande justement, avez-vous déjà envisagé d'utiliser les cargos à motorisation vélique comme le fait Grain de Sale? Parce que Grain de Sale sont des acteurs français en Bretagne. Oui, c'est très intéressant. Il y a en ce moment des cargos qui sont en train de se construire, qui vont peut-être réduire ces coûts et on va regarder. Mais pour l'instant, c'est inaccessible pour nous par rapport au volume. Et faire un partenariat avec justement ces Français Grain de Sale. Ils n'ont pas assez de bateaux. On produit quand même pas mal, donc. Mais ça viendra. C'est en conteneur. Work in progress. Donc c'est en maritime. Absolument. Très bien. On continue. Jeff de Bruges commercialise une gamme de chocolat noir au lait et blanc. Est-ce que le cahier des charges a changé depuis la création de la gamme? C'est une très bonne question, absolument. C'est Laurent. C'est Laurent, toujours de bonnes questions. Merci Laurent de poser cette question parce que ça me permettra de dire que nous avons fait évoluer nos recettes en désucrant avec l'origine Équateur de nos couvertures de chocolat. On a aujourd'hui dans le chocolat noir un minimum de 60% de cacao, ce qui est bien au-delà des standards, et dans le chocolat au lait un minimum de 36%. Donc on a des sucrés d'à peu près 10 à 15% grâce à la qualité de nos fèves et la manière dont on les traite. Et puis on termine avec Alcé. Employez-vous des personnes en situation de handicap et ou en situation de précarité au sein de Jeff de Bruges? Oui, absolument. On a un atelier qui s'occupe et qui travaille avec ces gens-là. Et puis on a des ateliers, des ateliers protégés avec lesquels on fait travailler toute l'année.
Bien écoutez, merci infiniment. Merci à tous mes invités, Rebecca Blanc-Lelouch, David Hermanche, Philippe Jambon et Blaise Desbordes. C'était une émission très intéressante, très gourmande. On a hâte de goûter vos chocolats sans sucre et désucrés venant directement d'Équateur. J'espère que l'émission vous a plu. Merci infiniment à tous. Rendez-vous très bientôt et je vous souhaite surtout de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt, prenez soin de vous. Mangez du chocolat. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.